Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Qu'attend l'histoire ? Difficile de répondre sans proposer une description du monde dans lequel nous vivons. Comment s'y prendre pour le décrire ? La réponse à cette question est, semble-t-il, d'une grande simplicité puisqu'il suffirait de le regarder. Tous les observateurs de bonne foi devraient en produire la même description. Cette vue des choses est pourtant naïve. Derrière chaque observateur, même s'il se croit objectif ou sans idéologie ou scientifique, se cache une théorie. Le monde est vu à partir des éléments que fournissent les théories. Comme ces dernières sont nombreuses, les descriptions le sont aussi. Voici une approche sans nuance mais suffisante, de la multiplicité théorique. Les descriptions qui nous importent relèvent des sciences sociales. Ces disciplines, quelles qu'elles soient, ont le même objet, la cohésion sociale. Sociologie, histoire, économie, sciences politiques, toutes s'appliquent à élucider la même énigme. Comment se fait-il que des millions de volontés disparates, qui sont autant de forces centrifuges, puissent tenir ensemble ? Quel est le dispositif qui se trouve à l'origine de cette performance ? Ce dispositif est appelé dispositif vecteur de cohésion sociale. C'est lui qu'il faut connaître. Les théories se différencient en ce point. L'objet qu'est le dispositif vecteur de cohésion sociale n'est pas le même pour toutes. Il est possible de dresser une typologie des propositions faites par les théoriciens, en recueillant les réponses qu'ils apportent aux deux questions suivantes. 1 degré question. D'où vient que les êtres humains vivent ensemble ? Pour les uns, c'est parce qu'ils y trouvent avantage. La vie en société résulte d'un choix. Pour les autres, il leur est impossible de faire autrement, la vie en société est dans leur nature. Cette dernière ne relève pas du choix, mais de la nécessité. 2 degré question. Les rapports sociaux sont-ils par nature des rapports de domination ou des rapports égalitaires ? Domination pour certains, égalitaire pour d'autres. D'où la typologie. Case numéro 1. La vie en société résulte d'un choix. Puisqu'ils savent choisir, les êtres humains sont capables de définir leur intérêt et de désigner les autres humains avec lesquels ils veulent entrer en contact en vue de collaborer. Ensemble, ils décident du périmètre de leur action commune ainsi que de la durée de leur engagement. La liste des décisions sur lesquelles ils s'accordent constitue un contrat. Grâce au contrat, des étrangers deviennent des partenaires. Les contrats sont les briques avec lesquelles les sociétés humaines se construisent. Le lieu sur lequel ils sont négociés combiné aux règles de la négociation porte le nom de marché. Le marché, non content d'être le fondement du partenariat, harmonise les actions individuelles dans le sens de l'intérêt général. Il est le dispositif vecteur de cohésion sociale. Décrire le monde revient à décrire le réseau des marchés et le fonctionnement de chacun, flexibilité, viscosité, interdépendance. Case numéro 2. Les êtres humains ne peuvent faire autrement que de vivre ensemble. Ils sont plongés dans un univers constitué de postes entre lesquels ils sont répartis. Chaque poste, appelé aussi statut, est caractérisé par un ensemble de droits et de devoirs. C'est par le biais des droits et des devoirs que les statuts sont reliés les uns aux autres. Un exemple. Nous retiendrons 3 postes ou statuts, acteurs de la vie économique, le banquier, l'entrepreneur et le salarié. Le banquier a le droit d'autoriser l'entrepreneur à produire. Lorsque l'entrepreneur est autorisé, il a le droit d'embaucher des salariés mais un devoir lui incombe, celui de leur faire fabriquer des produits socialement utiles. Le salarié est chargé de dire si la production est oui ou non socialement utile. Par sa demande, il valide, dit-on, la production. Enfin, le banquier a le devoir de prendre connaissance du degré de validation de la production afin d'autoriser ou non l'entrepreneur à poursuivre son activité. Ce système de droits et de devoirs est concrétisé par un document qui passe de main en main. Tout commence par le banquier. Il rédige et émet une autorisation à produire. L'entrepreneur reçoit ce document et le transmet au salarié qu'il a embauché. Le document devient alors une autorisation à acheter des produits. L'entrepreneur, vendeur des produits, récupère tout ou partie des documents et les transmet au banquier. À cet instant, le document est devenu une preuve de l'utilité sociale de la production. Comme en circulant, il a mis en relation les 3 statuts et a rendu possible la vie en société. Il est le dispositif vecteur de cohésion sociale. Ce document porte un nom, on le nomme monnaie.
La monnaie est le dispositif vecteur de cohésion sociale. Décrire le monde revient à la décrire elle, la monnaie, et tout ce qui participe à sa circulation. Le marché ne tient aucune place dans la description. Case numéro 4. Le principe est le même que le précédent. Les êtres humains sont répartis au sein d'un réseau de statuts. La nouveauté tient à l'existence de rapports de domination entre les statuts. L'un au moins des statuts peut imposer son point de vue aux autres. La présentation la plus connue de ce cas de figure est celle que propose Karl Marx. Les statuts portent ici le nom de classe. Il existe deux classes, celle des dominants économiques ou capitalistes et celle des dominés économiques ou prolétaires. Le prolétaire fournit un travail dont une partie est livrée gratuitement, c'est-à-dire sans contrepartie aux capitalistes. On nomme ce phénomène exploitation. Aucun des membres de la collectivité n'a conscience de l'exploitation. Le mécanisme qui permet l'exploitation in situ est le suivant. Le capitaliste dispose d'une somme monétaire, par exemple 100, avec elle, il achète de la force de travail. La monnaie est alors versée au prolétaire et constitue la masse salariale. Les 100 se retrouvent dans les caisses du prolétaire. Le prix imposé par le capitaliste aux produits fabriqués par le prolétaire donne à la production une valeur supérieure à la masse salariale. Par exemple 200. Le prolétaire, même s'il dépense son salaire en entier, ne peut acheter tout ce qu'il a produit, le reste se retrouve entre les mains du capitaliste. Ce dernier disposera à la fin du processus d'un patrimoine de valeur supérieure à celle de son patrimoine initial. La tendance est à l'accroissement infini de cette valeur. La monnaie est le vecteur de ce mouvement. Comme elle relie entre elles les classes sociales, nous pourrions dire d'elle qu'elle est le dispositif vecteur de cohésion sociale. Cependant ici elle est surtout un leurre. Elle cache l'exploitation, c'est-à-dire les mouvements qu'effectue le travail gratuit, sa production, son extraction et son accumulation tendancielle. Or, c'est le mouvement caché qui fait lien. On le nomme capital. Le capital est le dispositif vecteur de cohésion sociale. L'observateur séduit par cette théorie décrira le monde en termes de capital et n'a besoin ni du concept de marché, ni de celui de monnaie pour le faire. Chaque théorie propose sa propre description du monde. Ces descriptions sont irréconciliables. Il serait fou de tenter une synthèse, le syncrétisme conduirait au délire. Les auteurs le savent, ils choisissent leur camp. Sachant d'où ils parlent, ils construisent leurs argumentaires et critiquent ceux qu'utilisent les autres. Les échanges sont souvent musclés. Si l'on veut prendre connaissance de l'état dans lequel se trouve le monde et imaginer son avenir, il faut choisir une théorie. Mais il y a un problème, celles qui viennent d'être citées sont incapables de nous rendre ce service. Cela est dû à ce qu'elles supposent toutes que les êtres humains sont des individus. Il existe entre elles des différences importantes concernant la définition de l'individu, cela n'enlève rien à ce qui suit. Cette hypothèse signifie que chacun d'entre nous, né avec un esprit tout fait, défini comme étant la raison augmentée d'une intention, le tout prisonnier d'une tête. L'esprit nous donne les moyens de décrire le monde, d'en comprendre la logique, de porter un jugement moral sur sa forme, de déterminer notre propre intérêt et d'agir en conséquence. Logé dans chaque tête, il décide de tout. Supposer cela conduit dans une impasse, il est impossible de faire l'histoire. Pour partie, elle est une passion et échappe au raisonnable. Cela est dû à ce que l'intention s'impose à nous. Nous sommes des agents grâce à la raison, mais des patients à cause de l'intention. Sans information sur sa genèse, l'histoire est illisible. Il s'ensuit qu'on ne peut plus consigner l'esprit dans la tête des êtres humains, il faut le désincarcérer. Mais alors, où le situer ? Les personnes manifestent dans leur conduite un esprit, mais le contenu de ce qu'elles manifestent est pour une bonne part impersonnel. Le concept d'intention nous invite à loger l'esprit dans un sujet des intentions, une tête, mais nous découvrons bien vite que ce n'est pas là sa place. C'est plutôt le sujet qui, pour acquérir un esprit, doit être placé dans un milieu spirituel. En accord avec la façon de voir l'humanité proposée par Vincent Descombes, nous dirons que l'esprit des êtres humains leur vient du texte. On appelle texte un système de mots répartis selon 3 catégories, la valeur, le registre et le code. La valeur donne le sens de la vie, le registre archive les principes moraux, on y trouve la vertu recommandée et ses implications comportementales,
Le code définit l'humain et donc le juste, le monde est juste lorsque les êtres humains sont considérés et traités comme tels. La définition de l'humain précède celle du juste. Grâce au texte, les êtres humains sont armés pour agir. 1 degré. D'où vient le texte ? Le texte ne tombe pas du ciel, il naît des conditions d'existence des êtres humains. L'expression « conditions d'existence » renvoie ici aux places qu'ils peuvent occuper dans les champs de l'approvisionnement, la production, et dans celui de la reproduction. Le champ de l'approvisionnement offre 2 places, celle de dominant et celle de dominé. Le dominant est habilité à mobiliser la force de travail. Le champ de la reproduction en offre autant, celle des reproducteurs et des non-reproducteurs. En combinant les 2 champs, on recense 4 places. Chacune est porteuse d'une valeur, le salut, la gloire, la fertilité et le confort. 3. Point de vocabulaire. Forme sociale. Les sociétés humaines sont des assemblages de places. Dans ces assemblages, les places font l'objet d'un classement, reflet d'un ordre de préférence collectif. Quand on prend en considération les sociétés humaines sous cet aspect, on les nomme formes sociales. Lorsque le classement des places résulte d'une préférence stricte, les formes sociales sont dites hiérarchisées. Classe. Les places, parce qu'elles sont classées, portent le nom de classe. La classe la mieux classée accueille la population des excellents, alors que les classes situées plus bas accueillent la population des insignifiants. À chaque forme sociale est associé un texte spécifique, celui que portent les excellents. Un exemple, si l'excel est un dominant reproducteur, la vie de la forme sociale s'organisera autour du confort. 2 degrés. Effet du texte. A. La permanence de la question sociale. Le texte justifie l'accaparement de ce qui vaut par les excellents. Il s'ensuit que les formes sociales que l'on dit hiérarchisées connaissent la ségrégation. Il y a ségrégation lorsqu'une partie de la population, toujours la même, accapare ce qui vaut laissant à l'autre partie, toujours la même, ce qui vaut peu ou ne vaut rien, même si objectivement elle a les qualités pour prétendre à ce qui vaut. Les excellents accaparent des objets mais aussi des gestes. Comme les gestes de l'approvisionnement sont toujours des gestes insignifiants, les excellents refusent de les effectuer, ils sont réservés aux insignifiants. Ces gestes portent le nom de travail. Seuls les insignifiants travaillent. Les excellents, bien qu'ils ne travaillent pas, reçoivent une partie du travail fourni par les insignifiants. Nous le savons, on donne le nom d'exploitation à cette livraison de travail gratuit. Aussi les insignifiants sont-ils pillés, exploitation, et méprisés, travail, ségrégation. Ils devraient refuser la vie collective puisqu'elle les traite de manière si peu humaine. La question sociale se pose, condamnant la cohésion sociale. B. Solution. Les insignifiants ne se sentiront pas méprisés s'ils sont persuadés d'être admirables. Ils le seront s'ils parviennent à imiter les excellents. Ils disposent de 2 moyens pour le faire. La morale est le premier de ces moyens. S'il veut exceller, l'excel doit effectuer les gestes de l'excellence tout en respectant les règles de la morale, l'un ne va pas sans l'autre. Agir dans le respect de la morale, c'est agir comme un excellent, c'est ce que pense l'insignifiant. Le second moyen concerne le simulacre. Le terme simulacre désigne des gestes effectués par les excellents, mais situés à la périphérie de l'excellence. Les insignifiants sont autorisés à les exécuter. Ils les exécutent en présence des excellents qui leur laissent croire qu'il s'agit des gestes de l'excellence. C'est à cause de cette supercherie qu'ils constituent un simulacre. Le simulacre présente un double avantage. En premier lieu, il donne à l'insignifiant l'impression qu'il excelle. Mais en outre, grâce à lui l'excel est censé fournir une contrepartie au travail que lui livre l'insignifiant. On dit qu'il rétrocède du travail. Il s'ensuit qu'à l'idée d'exploitation se substitue celle d'échange. L'insignifiant ne se sent pas pillé. Ne se sentant ni méprisé, ni pillé alors qu'il l'est, l'insignifiant est étranger à sa nature sociale. On le dit aliéné. Le texte qui donne de l'esprit à chacun accomplit quelques prouesses. En fournissant le même objectif à tous, la valeur, il rassemble ce qui est séparé. En mettant les insignifiants au travail, morale, simulacre, il assure l'approvisionnement du groupe, en leur donnant les moyens de se croire admirables, il minimise la portée de la question sociale. Le texte est le dispositif vecteur de cohésion sociale. C'est le simulacre est porteur de danger.
Le simulacre exige que les excellents rencontrent les insignifiants, rétrocession. Et c'est un problème. L'Excel veut passer tout son temps à exceller. Il n'a pas de temps à perdre en compagnie des insignifiants. Ce problème est résolu par la création d'une catégorie d'excellents de second rang, ceux qui rétrocèdent. Une fraction des excellents se consacrera à la réalisation des seuls gestes de l'excellence, on les nomme excellents éloignés, EE. L'autre fraction se consacrera au simulacre, excellents proches, EP. Les excellents proches désignent comme correspondants. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.